Bonjour, bienvenue sur LCM Group. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème intitulé Effet photoélectrique. Et nous allons faire la mise en évidence ici de ce phénomène physique qu'on appelle l'effet photoélectrique. Et tout d'abord, nous allons identifier notre dispositif expérimental. Comme nous le voyons ici, ce dispositif est constitué d'un arc électrique, d'une plaque de zinc et d'un électroscope. Maintenant, notre expérience se fera en 4 étapes. La première étape, la plaque de zinc est nettoyée proprement et posée sur le plateau de l'électroscope. Voici le plateau de l'électroscope. Et la plaque de zinc est bien nettoyée et posée. Mais l'arc électrique est une source de lumière qui est riche en ultraviolet. Donc cet arc n'est pas d'abord allumé, il ne fonctionne pas. Et nous constatons que les deux feuilles mobiles F de F' ne sont pas écartées. Donc je peux représenter les deux feuilles ainsi. Vous avez les deux feuilles F et F' qui ne sont pas écartées. Mais retenons que les deux feuilles sont prises. Et dans la première étape, les deux feuilles ne sont pas écartées. Donc, alpha, l'angle formé entre les deux feuilles est égal à 0. Ensuite, la deuxième étape, négativement la plaque de zinc. Et la plaque de zinc étant électrisée, ces charges électriques négatives se dispersent ici dans tout le reste du conducteur. Parce que là, nous avons un conducteur, nous avons un isolant, nous avons les deux feuilles F et F qui sont également des conducteurs. Et là, sous l'effet de la force électrostatique, parce que tout simplement ces deux feuilles portent les mêmes charges, donc les feuilles ici s'écartent. Nous avons ça, regardez, les deux feuilles qui étaient là s'écartent. Les deux feuilles s'écartent. Ça, c'est sous l'effet de la force électrostatique. Pourquoi? Parce que les charges négatives se sont dispersées dans les deux feuilles. Et deux charges de même signe se repoussent. C'est pourquoi une force répulsive s'est installée. La troisième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On allume la lampe, c'est-à-dire l'arc électrique, pour illuminer la plaque de zinc. Et c'est ce qui est fait. On illumine la plaque de zinc. Et qu'est-ce que nous constatons? Les deux feuilles qui étaient écartées retombent encore instantanément. Donc c'est ce que nous avons ici. Et l'angle formé alpha encore égal à 0. Et nous constatons que sous l'effet de la lumière, la plaque s'est déchargée. Dans l'étape numéro 2, la plaque de zinc portait des charges négatives ainsi que les deux feuilles. Mais sous l'effet de la lumière, la plaque de zinc s'est déchargée et automatiquement les deux feuilles sont retombées. La quatrième étape consiste à reprendre les étapes numéro 1 et numéro 2. Mais cette fois-ci, avant d'illuminer la plaque de zinc, on place une lampe qui joue le rôle de filtre. Mais cette lampe ne laisse pas passer la lumière ultraviolette. Cette lumière, les radiations ultraviolettes sont absorbées, tandis que les autres radiations lumineuses peuvent passer. Donc c'est pourquoi on l'appelle filtre. Donc c'est une lampe filtre à ultraviolet. Donc quand on illumine la plaque de zinc, qu'est-ce que nous constatons? Les charges restent toujours là et les deux feuilles F et F restent toujours écartées. Donc, nous avons déjà fait la mise en évidence et nous avons fait des observations. Comment interpréter? Ici, pourquoi les deux feuilles F et F sont retombées? La réponse est que la lumière ici a provoqué la décharge. Parce que là, il fallait illuminer la plaque des zinc pour que ces charges-là disparaissent. Et l'autre interprétation a dit que de la quatrième étape. Pourquoi, malgré qu'on a illuminé, les deux feuilles restent toujours écartées?
Mais pourtant, la plaque de zinc est illuminée. La réponse est ceci. Parce que tout simplement, cette lumière qui illumine la plaque de zinc ne contient pas de l'ultraviolet. Donc, en conclusion, la lumière qui provoque le zinc, c'est la lumière ultraviolette. Donc, la cause ici de la décharge de la plaque de zinc, c'est la lumière ultraviolette. En un mot, on peut dire ici que la plaque de zinc est sensible à la lumière ultraviolette. C'est la lumière ultraviolette qui provoque la décharge de la plaque de zinc. Et si nous prenions l'exemple encore, ou bien si nous reprenons l'exemple avec une autre plaque autre que la plaque de zinc, c'est-à-dire la plaque de potassium, ou la plaque de césium, ou la plaque faite en argent, on trouverait aussi que ces différentes plaques-là sont sensibles à des différentes radiations lumineuses. Donc, pour chaque conducteur, pour chaque semi-conducteur, il convient une lumière sous l'influence de laquelle, ici, le métal ou le conducteur, le semi-conducteur se décharge. Donc, nous devons retenir que lorsque vous avez un conducteur ou un semi-conducteur, il existe une lumière convenable qui provoque sa décharge. Et c'est ce phénomène-là qu'on appelle l'effet photoélectrique. Et nous pouvons aujourd'hui voir ces applications. Nous avons les panneaux solaires et nous utilisons aujourd'hui la lumière pour produire ici du courant. Mais comment montrer ici qu'il y a le courant qui est produit? Parce que le fait que la plaque des zinc se décharge, c'est que les électrons là se mettent en mouvement. Considérons une salle de classe dans laquelle se trouvent les élèves. Et les élèves, on peut les comparer aux électrons. Donc si la classe contient des élèves, on dira que la classe est chargée. Et maintenant, lorsque la classe doit se décharger sous l'effet de la lumière, c'est-à-dire lorsqu'on allume la lampe, pour que les élèves quittent, il faudrait qu'ils suivent un mouvement ordonné pour sortir par la porte. Donc le fait que ces élèves sortent par la porte en mouvement ordonné, nous pouvons dire comparativement à ce que nous avons ici déjà. Et le mouvement ordonné des électrons dans les conducteurs, c'est ce qui donne le courant électrique. C'est pourquoi, de nos jours, la technologie nous a permis, à partir ici de la lumière du soleil, on peut produire le courant électrique. Bien vrai, la lumière du soleil est une lumière blanche. Elle contient une infinité de radiations monochromatiques. Donc, quel que soit le métal ou le semi-conducteur utilisé, il y aura toujours la lumière convenable ici, qui se trouve dans la lumière blanche, dans la lumière du soleil. Donc, et là, on est parti pour des petits expériences pour faire de très grandes inventions. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, même pour l'éclairage public, on utilise la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'on utilise ce même phénomène qui est l'effet photoélectrique pour faire fonctionner les panneaux solaires, notamment les cellules photoélectriques, les cellules photovoltaïques, pour faire fonctionner les escaliers roulants, pour faire fonctionner aussi les portes qui s'ouvrent et qui se referment automatiquement. Et c'est quoi l'effet photoélectrique? Ce que nous venons de voir après cette expérience, en illuminant la plaque de zinc, les électrons se mettent en mouvement. Pour qu'ils se mettent en mouvement, il faut d'abord qu'ils soient arrachés, ensuite qu'ils soient émis. Donc c'est la lumière ici, ultraviolette pour la plaque de zinc qui est chargée de faire ce boulot. Et à partir de là, les électrons sont arrachés et ensuite émis. Donc l'effet photoélectrique, par définition, c'est l'extraction ou l'émission d'électrons par un corps. Le corps peut être un métal, un semi-conducteur, mais convenablement éclairé. Je reprends, l'effet photoélectrique, c'est l'émission ou l'extraction d'électrons par un corps convenablement éclairé. Convenablement veut dire quoi? Il faut une lumière convenable, une lumière ici pour chaque conducteur, pour chaque semi-conducteur. Donc, vous avez la mise en évidence de l'effet photoélectrique.
Partant de cette mise en évidence, partant de ce que nous avons vu, Albert Einstein a essayé d'expliquer ce phénomène, mais en partant aussi des idées de Planck. Parce que Planck fut celui qui avait dit qu'il existe ici une interaction entre la matière et le rayonnement. Donc, Albert Einstein est parti de ces idées de Planck pour essayer de donner une explication à ce phénomène. Parce que il paraît étrange pour beaucoup de personnes comment la lumière peut-elle provoquer ici l'extraction d'électrons et produire le courant électrique. Et comment, et si certaines lumières peuvent provoquer des effets électriques, par contre d'autres non. Donc, c'est pourquoi il est parti d'abord de la nature de la lumière. Il a donné un autre caractère, proposé un autre caractère à la lumière. Et la première hypothèse, c'est quoi? Il a d'abord considéré que la lumière est constituée de grains, c'est-à-dire de grains, on appelle grains de lumière. Ces grains de lumière sont appelés caractères corpusculaires de la lumière. Donc nous avons ici la lumière constituée de grains de photons, de grains de lumière appelés photons, qu'on appelle les corpuscules. Et ce caractère-là est le caractère corpusculaire de la lumière. Deuxièmement, il a considéré que chaque photon, il dit chaque photon qui se déplace transporte une énergie. Donc il a défini l'énergie d'un photon. Et cette énergie est pour W est égale à H par μ. Mais μ représente ici la fréquence du photon. Et H, c'est la constante de Planck. Et μ, c'est C sur lambda. Ce qui revient à la relation W égale à HC sur lambda. H, qui est la constante de Planck, est égale à 6,62 fois 10 exposant à 34 secondes. C, c'est la célérité qui est sensiblement égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Lambda, c'est la longueur d'onde de la radiation utilisée. La troisième hypothèse, Einstein considère d'abord que chaque photon qui se déplace, lorsqu'il rencontre ici un électron, il lui cède toute son énergie. Donc le photon vient, il rencontre l'électron, il lui cède toute son énergie. Je dis bien toute son énergie. Aucune ne reste. Maintenant, si cette énergie est suffisante pour arracher l'électron, alors l'électron est arraché. Et si ça dépasse, donc le reste est communiqué à cet électron sous forme cinétique. Et maintenant, pour la quatrième étape, pourquoi il n'y a pas d'effet photoélectrique? C'est que tout simplement, les photons qui constituent ces radiations ont des énergies inférieures ici à l'énergie d'extraction d'un électron du métal qui est le métal zinc ici. Cela veut dire quoi? Si l'énergie du photon est plus petite que l'énergie nécessaire pour l'extraction, il n'y aura pas d'émission photoélectrique. Et vous avez ces hypothèses d'Einstein. Donc, l'énergie du photon sert non seulement à extraire un électron du métal, mais aussi à émettre cet électron. Donc, c'est une énergie cinétique. Donc, cette énergie du photon sert non seulement à extraire, mais aussi à donner une énergie cinétique à l'électron qui est déjà extrait. C'est comme quelqu'un qui a déjà loué une chaise. Il est en place. Il a loué une chaise, par exemple, à 10 000 francs. Maintenant, quelqu'un d'autre vient qui veut te faire quitter. Il veut te faire quitter celui qui a déjà loué la place à 10 000. Il possède une énergie. Et il vient et il propose une proposition. Et il dit, quitte, voici, j'ai 6 000 francs, quitte la place. Pourtant, il a loué la place à 10 000. Donc celui qui a loué, celui qui est assis, ne va pas accepter.
parce que l'énergie, l'argent qu'on lui a proposé est inférieur. Donc pour qu'il puisse quitter, il faut faire une proposition d'argent qu'elle soit égale à 10 000 francs ou supérieure à 10 000 francs. Donc c'est la même chose qui se passe entre photon et électron. Donc non seulement l'énergie du photon sert à arracher, mais aussi à communiquer l'énergie cinétique à l'électron. Donc voici W0 représente l'énergie d'extraction d'un électron du métal. Et cette énergie d'extraction, elle est égale à H μ0, elle est égale à H c sur lambda. Et μ0 est appelée la fréquence seuil. C'est-à-dire la fréquence seuil et lambda 0, la longueur d'onde seuil. Et pour cela, à travers cette équation, star égale, on trouve l'émission d'un électron qui est l'énergie cinétique maximale. Donc on trouve EC max est égal à W moins W0. Voici l'énergie transportée par le photon et voici l'énergie minimale d'extraction d'un électron du métal. Donc c'est la différence qui constitue l'énergie cinétique d'émission d'un électron du métal ou bien du semi-conducteur. Maintenant, à partir de là, nous allons déterminer l'énergie cinétique d'émission d'un électron et la vitesse d'émission également d'un électron. Nous allons déterminer l'énergie cinétique maximale et la vitesse maximale d'émission d'un électron du métal qui constitue ici notre cellule photoélectrique. Nous avons juste schématisé ici la cellule photoélectrique. Voici la cellule photoélectrique. Il y a la cathode, il y a la l'anode. Et la cathode est éclairée par la lumière. Et cette lumière a une longueur d'onde lambda. Et si la longueur d'onde de la lumière utilisée est nécessaire ou bien peut provoquer l'émission photoélectrique, cet ampère indiquera la présence d'un courant électrique dans le circuit. Pourquoi nous avons fait le combat? L'ampère ici est branché en série. Et là maintenant, cette cellule a la cathode et l'anode. Donc nous avons branché l'anode et un voltmètre pour déterminer la différence de potentiel entre la cathode et l'anode. Donc, retenons que les électrons de la cellule photoélectrique sont émis à la cathode. Et quand ils sont émis, ils se dirigent vers l'anode. Et entre la cathode et l'anode, c'est un champ électrostatique qui règne. Voici, entre la cathode et l'anode, il y a un champ électrostatique E. Donc, on peut représenter le champ E. Voici le champ E. Donc, le vecteur champ électrostatique est dirigé de l'anode vers la cathode. Et comment déterminer l'énergie cinétique d'émission d'un électron de la cathode? En partant ici de l'hypothèse d'Einstein, nous avons trouvé des hypothèses d'Einstein, nous avons EC maximal, qui est l'énergie cinétique à la cathode, est égal à W moins W0. Et là, on peut écrire EC est égal à W, c'est HC sur lambda, moins HC sur le lambda 0. Ce qui permet d'écrire EC max est égal à HC facteur de 1 sur lambda, moins 1 sur lambda 0. Voici l'expression de l'énergie cinétique maximale d'émission d'un électron de la cathode. Maintenant, quant à la vitesse V, je vais utiliser EC maximal égale à 1,5 de M fois P max au carré. Mais M là, c'est la masse de l'électron. Ce qui me permet d'écrire V max égale la racine carrée de 2 fois E sur max
sur la masse de l'électron. Autrement, si nous remplaçons E sur masse par son expression égale racine carrée de 2 fois masse C sur la masse de l'électron, facteur 1 sur lambda moins 1 sur lambda 0. Voici l'expression de la vitesse maximale d'émission d'un électron de la cathode. Donc, et ici, là, la vitesse maximale d'émission d'un électron ici de la cathode, nous pouvons déterminer la vitesse d'arrivée des électrons à l'anode. Si nous connaissons la différence de la potentiel solaire, nous avons aussi les signaux d'alarme. Donc, il y a plein d'applications. Donc, je vous remercie et retenez qu'on peut vous demander de déterminer la vitesse d'arrivée des électrons à l'anode. Nous avons ici déterminé que la vitesse à la cathode est la vitesse maximale d'émission. Donc, à l'arrivée à l'anode, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre la cathode et l'anode. Mais la seule force appliquée aux électrons, c'est la force électrostatique. Donc, merci pour aujourd'hui.